Bonjour, Monsieur le ministre. Le dimanche 2 juin dernier, le président du Sénat, Jeannot Ahoussou-Kouadio, vice-président du PDCI-RDA, a officiellement annoncé à Didier Vie son départ du PDCI pour le RHDP. Un départ après ceux d'autres poids lourds tels que Daniel Kamblan-Duncan, Charles Dibi Kofi, Kobena Abdoumani, Aka Omoulé, ainsi de suite, il y a bien d'autres. Comment avez-vous évoqué cette situation au PDCI-RDA? Oui, merci. Bon, nous, ce n'était pas une surprise pour nous, que ce soit le président du Sénat ou ceux qui l'ont précédé au RHDP, ça n'a pas été une surprise pour nous, loin de là, puisque toutes les personnalités que vous avez citées, lors du bureau politique du PDCI-RDA, avaient fait et cause pour le RHDP, le parti unifié. Donc, dans la même logique, ces personnes ont rejoint le RHDP. Donc, honnêtement, on le savait déjà depuis un an, et nous n'étions nullement surpris. Elles n'ont fait que confirmer leur volonté d'intégrer au RHDP. Et nous continuons au niveau du PDCI. Sans ces personnes, le PDCI est nullement fragilisé. Vous savez, ce ne sont pas 1, 2, 10, 100 personnes qui constituent la vie d'un parti. Mais ces personnes parties sont des poids lourds du PDCI. Tu as quitté ainsi le navire. Mais le navire ne fera que flotter mieux et aller plus vite. C'était pas des poids lourds, c'est des poids encombrants. Le PDCI ne se remet-il pas en cause par rapport à ce départ en cascade? N'a-t-il pas sa part de responsabilité dans tout cela? Non, le PDCI n'a aucune part de responsabilité là-dedans. Le PDCI, c'est un parti politique qui a son idéologie, qui a son esprit, et soit vous adhérez, soit vous n'adhérez pas. On peut pas. Honnêtement, moi, je ne leur reproche pas d'être parti. C'est leur liberté d'opinion. Elles s'expriment, et au contraire, c'est ce qui fait la beauté de la démocratie. Ce sont des personnes qui ont décidé de croire en un autre parti. Tant mieux pour elles. C'est vraiment sans rancune aucune et sans effet sur la vie du parti. Vous voyez, le parti les avait déjà littéralement mis entre parenthèses. Jeannot Ahoussou-Kouadio a fait son annonce à Didier Vie devant de nombreuses personnes, dont des militants du PDCI-RDA. Didier Vie étant perçu comme une zone favorable au PDCI, et Ahoussou en était le leader local. Son départ ne peut-il pas avoir des conséquences? Il y a des militants du PDCI-RDA dans toute la Côte d'Ivoire. Donc, partout où vous êtes, vous avez des militants du PDCI-RDA. Vous devez exprimer devant ces militants-là. Nous prenons acte et nous avançons, c'est tout. Pourquoi voulez-vous qu'on soit ému outre mesure? Ceux qui ont quitté le PDCI étaient des figures importantes du parti dans leurs régions respectives et au plan national. Vous ne pouvez pas le contester, monsieur le ministre. Pas pour nous, pas pour nous. Les figures importantes du PDCI sont au PDCI. Si vous quittez le PDCI, vous êtes une figure importante pour d'autres, plus pour le PDCI. Dans une récente interview, Ahoussou-Kouadio a accordé à mes confrères de Jeune Afrique, il mettait à l'index la gestion du PDCI par Rekona Bédié, une gestion qu'il perçoit comme trop coercitive, qui ne privilégie pas le dialogue constructif. Qu'en pensez-vous? Nous nous sommes retrouvés dans un bureau politique, dans un congrès extraordinaire. Les questions ont été posées aux membres du bureau politique, aux militants du PDCI. Les militants ont choisi, et c'est par vote, par acclamation, que nous avons décidé des choix qui sont les nôtres. Il n'y a aucune coercition là-dedans. Bien au contraire. C'est la démocratie pure. On ne vous menace pas de rester au PDCI. On ne vous menace pas de perdre votre poste pour tel ou tel choix. Dans la crise qui oppose Bédié à Ouattara,
par ricochet le PDCI au RHDP, avec du recul, quelle est la part de responsabilité selon vous du PDCI? Nous, on ne se connaît aucune part de responsabilité. On a simplement décidé de conserver notre parti politique. Aujourd'hui, le RHDP est un parti politique à part entière. Il a absorbé et phagocyté d'autres partis politiques, dont le RDR qui n'existe plus. Le PDCI nous a précédés, nous tous. Le PDCI nous a précédés. Nous sommes nés très longtemps après la naissance du RDA. Et nous comptons transmettre le PDCI RDA aux générations futures. C'est un parti politique qui fait corps avec l'histoire de la Côte d'Ivoire et même de l'Afrique occidentale. Donc, pour nous, il est hors de question que le PDCI se saborde pour se fondre dans un autre parti politique. Donc, il n'y a pas de querelle. C'est une question de choix. Donc, quelle responsabilité voulez-vous reconnaître au PDCI qui décide de continuer d'exister? Il y a un problème autour de l'interprétation de l'appel de Daoukro lancé en septembre 2014. Celle du RDR est totalement différente de la vôtre. Qu'a dit exactement cet appel à propos de 2020 entre le PDCI et le RDR? Écoutez, le président Nicolas Bédier, lors de Daoukro, a clairement dit, étant entendu que l'alternance jouerait en 2020. Le président Nicolas Bédier est président du PDCI RDR. Quand il parle d'alternance qui jouerait en 2020, au profit de qui voulez-vous qu'il parle? Mais le président Alassane Ouattara vous rétorque qu'il n'y a jamais eu d'engagement dans ce sens pris par lui. Mais le président Bédier a pris, lui, un engagement envers les militants du PDCI. Et c'est ce qui a conduit les militants à accepter l'appel de Daoukro à l'époque. Donc, vis-à-vis des militants du PDCI, le président Henri Konan Bédier est droit dans ses bottes. Et de toute façon, le débat n'a plus lieu vu que nous sommes séparés aujourd'hui. Donc ça, c'est un débat qui n'existe plus pour nous. Le PDCI aura son candidat, nous préparons et c'est terminé. Donc c'est aux Ivoiriens de décider pour qui jouera l'alternance. Pour certains responsables du RHDP, Parti unifié, vous constituez avec le secrétaire exécutif en chef du PDCI RDA, Maurice Kakoudjikawe, et l'ancien maire du plateau, Noël Abossi Benjo, aujourd'hui exilé en France, les faucons autour du président Henri Konan Bédier qui radicalisent ses positions. Que répondez-vous à ces accusations? En toute honnêteté, pensez-vous que, vu l'expérience du président Henri Konan Bédier, 3 personnes seraient en mesure d'orienter ses amis? Vous n'avez jamais suggéré de position maximaliste à Henri Konan Bédier dans ses rapports avec Alassane Ouattara et le RHDP? Non, du tout. Honnêtement, jamais. Je pense que ces personnes se trompent tout simplement parce que le président Henri Konan Bédier et nous sommes sur la même longueur d'onde. Il est aujourd'hui le garant des intérêts du parti et en tant que président du PDCI RDA, il s'occupe des intérêts du parti. Et nous l'accompagnons dans cette sauvegarde des intérêts du parti. Ceux qui prétendent que nous sommes les faucons sont des personnes qui ont fait des va-et-vient entre Abidjan et Daoukro pendant des mois pour convaincre le président Henri Konan Bédier de changer de position. Vous faites allusion à qui? Tous ceux qui sont allés, les personnes que vous avez citées, les poids lourds, les poids lourds que vous avez cités, sans exception, sont plusieurs, n'ont eu de cesse de faire des va-et-vient entre Abidjan et Daoukro pour convaincre le président Henri Konan Bédier. Nous n'étions pas présents. Mais ils disent que c'est pour
qu'il y ait la paix entre Ouattara et nous Bédié. n'étions pas présents. Donc, nous ne sommes pas arrivés à le convaincre. Il ne faut pas s'en prendre à nous en disant que c'est nous qui avons donné des positions maximalistes au président de Bédié. Non. Il n'y a aucune position maximaliste dans le fait de vouloir conserver l'identité de son parti politique. Soit nous sommes dans une démocratie, soit nous sommes dans une dictature. Non. Quels sont vos rapports avec le chef de l'État, Alassane Ouattara, depuis votre sortie du gouvernement? Pour moi, je le respecte en tant que chef d'État de la Côte d'Ivoire. J'ai toujours respecté le chef de l'État et je suis dans cette position. Il a ses choix politiques et moi, en tant que démocrate, j'ai les miens. C'est tout. Il n'y a rien d'anormal dans cette position. Votre départ du gouvernement a suscité en son temps beaucoup de commentaires. Dites-nous aujourd'hui, pourquoi avez-vous été limogé du gouvernement? Écoutez, quand vous voyez la configuration politique d'aujourd'hui, en toute honnêteté, je ne serais pas resté dans un gouvernement RHDP. À partir du moment où le PDCI et le RHDP sont en désaccord, je serais sorti. Donc moi, je répète encore une fois, je fais partie de ceux qui ont souhaité sortir du gouvernement. Je ne comptais pas rester dans le gouvernement. Donc vous n'avez pas été limogé, vous avez Non, démissionné, c'est ça? non, je n'ai pas démissionné, j'ai attendu simplement, je fais comprendre que je m'ennuyais au gouvernement. Dans la dernière, je m'ennuyais sérieusement au gouvernement. Qu'est-ce que vous ennuyez au gouvernement? C'était la redondance et puis le manque de moyens réels pour travailler et puis les freins à gauche et à droite. Donc pour moi, je me sentais inutile dans le gouvernement. Donc, quand c'est comme ça, je préfère partir. Mais c'est sans regret aucun. Votre évincement de la tête du conseil régional du Angola n'a-t-il pas motivé vos récriminations contre le pouvoir? Je veux dire, mes prises de position étaient antérieures à tout ça. Elles sont connues de tous. J'ai toujours eu le courage de mes actes et de mes opinions. Donc, sur ces sujets-là, mes opinions étaient connues longtemps avant le fait qu'on m'ait illégalement sorti de la présidence du Angola. Un acte antidémocratique, un acte anticonstitutionnel. Voilà. Donc, et ça a commencé par moi, ça a continué avec le maire du plateau, ça a continué avec le climat électoral qu'on a vu pour les régionales et les municipales, où la loi a été bafouée à maintes reprises. Bon, donc la Côte d'Ivoire s'éloigne de l'état de droit et les gains démocratiques que nous avions eus depuis quelques années sont perdus. Ça, je le dis clairement. Aujourd'hui, le déficit de démocratie en Côte d'Ivoire est criard. Qu'est-ce que vous le faites? Pourquoi vous le dites? Qu'est-ce que vous le faites dire? Mais tout ce que je veux dire, anticonstitutionnel, illégalement enlevé du Angola, illégalement limogé le maire du plateau. Enfin, les exemples sont nombreux aujourd'hui. C'est la première fois en Côte d'Ivoire, c'est la première fois en Côte d'Ivoire que l'on fait partir des élus de façon artificielle comme ça. On pourrait vous répondre que vous parlez pourtant librement sans être inquiété. J'ai toujours parlé librement, parce que j'ai toujours dit la vérité. Et quand on dit la vérité, on ne peut pas être inquiété. Comment jugez-vous l'allégorie du tabouret selon laquelle celui qui n'est pas au RHDP doit quitter le haut poste qu'il occupe dans la sphère de l'État? Bon, je dirais que c'est surtout pathétique de résumer la vie politique et le devoir que l'on a envers les Ivoiriens à ce genre de propos, de tabouret, de poste qui se monnaient et menacer
des élus, parce que souvent ce sont des élus, de perdre leur poste s'ils n'adhèrent pas à une idée politique. Bon. Encore une fois, je dis que la Côte d'Ivoire avait un déficit de démocratie ces derniers temps qui est plutôt inquiétant. Le PDCI RDA, votre parti, s'active pour l'élection présidentielle de 2020 et son retour au pouvoir qu'il a perdu par le coup d'État de décembre 1999. Il croit que cette fois-ci pourrait être la bonne. Qu'est-ce qui fonde cette conviction? D'abord, il faut savoir que la logique de tout parti politique, c'est l'accession au pouvoir d'État. Donc c'est normal que le PDCI se prépare, s'organise pour remporter l'élection de 2020. Ensuite, la très grande majorité des Ivoiriens vit une désillusion et une déception sans précédent dans son histoire politique. Les attentes étaient très grandes. Quand la coalition RHDP a pris le pouvoir d'État. Mais beaucoup de promesses ont été faites et beaucoup de promesses n'ont pas été tenues et le quotidien des Ivoiriens est extrêmement difficile. Or, ce qui motive les Ivoiriens dans leur choix de savoir qui va les diriger demain, c'est qui va mieux répondre à leurs préoccupations. Leur quotidien est difficile. Vous regardez aujourd'hui les Ivoiriens qui mettent 2 à 3 heures dans la circulation pour se rendre au travail et revenir au travail. Le système éducatif, aujourd'hui en pleine crise, où vous avez une grève sans précédent à tous les niveaux de l'école et un gouvernement qui opère un bras de fer avec les enseignants en oubliant l'essentiel, à savoir les enfants et leur éducation. Ce n'est pas une querelle entre enseignants et gouvernement est importante, c'est l'éducation des enfants. Donc, la crise de l'école. Vous avez aujourd'hui le prix des denrées de première nécessité qui flambe. Et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Ce climat d'injustice ressenti par les Ivoiriens. Les Ivoiriens veulent le changement en 2020 et les Ivoiriens voteront pour le changement en 2020 et le PDCI est la meilleure alternative pour les Ivoiriens en 2020. C'est pour ça que nous y croyons. Quel sera le ticket du PDCI pour la présidentielle 2020? Est-ce Bédié Jean-Louis Billon, Bédié Niamey Ongoura ou Bédié Thierry Tano? La décision a été prise en ce sens. Donc je n'ai pas de réponse à votre question. Mais nous aurons une convention Qui va se tenir quand nous la tiendrons, avec le choix de nos candidats pour l'élection. Donc il ne faut pas vous inquiéter là-dessus. Cela se fera. Vous êtes candidat à la candidature? Je vous dis que la convention n'est pas encore là. Et il faut vous dire une chose, c'est que le PDCI RDA est un parti structuré, un parti discipliné. Nous avons un président de parti et traditionnellement, le PDCI présente toujours son président comme candidat. Sauf si le président en décidait autrement. Donc nous ne sommes pas en quête de candidat. Le jeudi 21 mars 2019, le fondateur du FPI, le président Laurent Gbagbo, et Pascal Affi-N'Guessan, le président de ce parti, devaient se rencontrer en Belgique. Cette rencontre n'a pas eu lieu et la situation a visiblement amplifié la crise au sein du FPI. Quel regard portez-vous sur ce qui se passe chez vos nouveaux alliés politiques? La réconciliation est-elle possible au FPI et à quelles conditions selon vous?
La réconciliation est toujours possible. Au moment où nous parlons, c'est la commémoration du débarquement des Alliés pour combattre l'Allemagne nazie lors de la Seconde Guerre mondiale. Donc, cette grande guerre que le monde a connue il y a 75 ans s'est traduite ensuite par une réconciliation. Les ennemis d'hier sont aujourd'hui les meilleurs alliés du monde. Et pourtant, je vous parle de dizaines de millions de morts. Donc, ce n'est pas nos petites querelles locales qui ne peuvent pas trouver la voie de la réconciliation. La réconciliation est toujours possible. Donc oui, je pense que les différents acteurs vont finir par se réconcilier. Une délégation du PDCI-RDA conduite par son secrétaire exécutif en chef Mori Kakou-Tikaoui a rencontré récemment Laurent Gbagbo en Belgique. La direction du FPI avec Afi N'Guessan s'est plaint que son allié, le PDCI, ne lui ait rien dit à propos de cette visite, ni à l'aller, ni au retour. Que répondez-vous? Moi, je ne pense pas qu'il faille prendre les choses mal. Le PDCI rencontre Laurent Gbagbo et le PDCI a tenu de raconter sa vie à tout le monde. Au moment où nous parlons, le PDCI rencontre des acteurs politiques. Ça concerne des activités du PDCI. Le FPI et Pascal Afi N'Guessan se sont irrités parce que le communiqué final sanctionnant cette rencontre est signé par le PDCI à présenter Laurent Gbagbo comme le président du FPI. Il n'y a pas vraiment de colère à avoir. Qu'on le veuille ou non, en toute honnêteté, le président fondateur du FPI restera toujours Laurent Gbagbo. On ne peut pas lui enlever ça. C'est comme si nous, aujourd'hui, quelqu'un s'offusquait que le président Youssou Koulibaly comme le président du PDCI, c'est le président d'origine. Et ça reste notre référent. Donc, lorsque l'on parle du FPI, le référent sera toujours le président de l'Empire. Donc je ne pense pas qu'il faille se vexer pour cela. Et nous-mêmes, PDCI, on lui reconnaît le caractère de père de la démocratie en Côte d'Ivoire, puisqu'il a lutté et obtenu la démocratie avec le multipartisme en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est pas... Où en êtes-vous avec la plateforme de l'opposition qui doit rassembler le PDCI, le FPI et d'autres formations politiques? Il y a toujours des rencontres régulières. Il faut savoir que nous avons un objectif commun. C'est de changer la manière dont le pays est géré à partir de 2020. La réforme de la commission électorale indépendante constitue pour les acteurs politiques, notamment ceux de l'opposition, un enjeu important. Pour qu'elle soit véritablement perçue comme indépendante, certains acteurs estiment qu'elle doit être dirigée par la société civile, d'autres n'y souscrivent pas. Quelle est votre position sur la question? Je pense qu'il faut, pour les institutions qui régulent notre démocratie, être tout simplement de bonne foi. Les acteurs, trop d'acteurs politiques pensent en termes de conservation et de conquête de pouvoir. Sur la CEI, on doit penser de la manière la plus neutre possible et obtenir une institution qui crédibilise les élections. Donc, en pensant CEI, il ne faudra pas qu'on pense à nos partis politiques ou à nos leaders politiques. Il faut vraiment penser à l'instrument de garant d'élections démocratiques que cette institution peut être et doit être. L'école ivoirienne est en grande crise. Que faut-il faire pour l'en sortir, selon vous? Je ne peux pas vous donner une solution comme ça de façon lapidaire, mais une chose est certaine, c'est que le système éducatif ivoirien, depuis la petite enfance jusqu'à l'université, doit connaître une réforme en profondeur. Il
faut repenser le système éducatif nigérien. Et il doit être la première préoccupation pour les Ivoiriens. Il faut faire des états généraux de l'éducation, par exemple? Non, pas des états généraux. Là, c'est vraiment le rôle des acteurs de l'éducation nationale de proposer une réforme qui colle aux réalités nationales et internationales. On ne peut pas continuer, je le dis comme ça, en tant et là, c'est l'acteur économique qui parle. On ne peut pas continuer à former des milliers de BTS dont on n'a pas besoin. On ne peut pas continuer à avoir des filières surpeuplées alors que les débouchés n'existent pas. Donc il faut repenser l'éducation nationale en Côte d'Ivoire. Le chef d'État Alassane Ouattara a placé l'année 2019 sous le sceau du social. Vous qui avez été membre du gouvernement, la Côte d'Ivoire a-t-elle le moyen de relever un tel défi ou doit-on mettre cela sur le compte d'une promesse politique sans lendemain? Quand il y a la volonté politique, c'est possible. La Côte d'Ivoire a les moyens de faire plus de social. Donc oui, c'est possible. Le problème qu'il y a en Côte d'Ivoire, malheureusement, et qui empêche de faire plus de social, je vous dis en toute honnêteté, c'est la malgouvernance de nombreux acteurs politiques. Et le chef de l'État, malheureusement pour lui, est souvent, trop souvent, entouré par des collaborateurs qui pensent à eux-mêmes d'abord avant de penser à l'intérêt général. Et ça handicape fortement ces résultats. Je le dis en toute honnêteté, il est bon que le président de la République le sache. Vous êtes également un important acteur économique. L'environnement des affaires en Côte d'Ivoire peut-il conduire le pays vers l'émergence tant évoquée? L'émergence n'est pas seulement économique, elle est également institutionnelle, politique, démocratique, technologique. Donc il y a un rôle important de l'État. Les acteurs économiques, eux, font leur part, mais dans un environnement qui favorise l'activité économique. Il y a eu des efforts de fait, il faut quand même le reconnaître, il y a eu des efforts de fait pour améliorer l'environnement des affaires, mais pas suffisamment. L'acteur économique que je suis, en tout cas, on peut vous dire qu'on peut mieux faire, on doit mieux faire. Malheureusement, beaucoup de fonctionnaires, en guillemets, n'écoutent pas, trop de fonctionnaires, en guillemets, n'écoutent pas beaucoup les acteurs économiques. On peut faire de nombreuses propositions pour qui iraient dans le sens d'une amélioration. Là, je parle pour le monde économique. Maintenant, le volet public qui favorise l'émergence, encore une fois, est trop bridé par les comportements et la malgouvernance. Donc ça freine l'accès à l'émergence. À vous entendre, la fluidité dans les relations publiques-privées n'existe pas pour permettre aux affaires d'aller efficacement de l'avant en Côte d'Ivoire. C'est cela? L'osmose qui doit exister entre les acteurs nationaux et leur État n'existe pas. Les acteurs économiques ivoiriens se plaignaient depuis la fin de la crise post-électorale de 2010-2011 de n'avoir pas été dédommagés par l'État, alors qu'ils ont été également victimes de la crise, à l'instar de leurs homologues français installés en Côte d'Ivoire, qui ont été pris en compte par l'État ivoirien. La situation a-t-elle changé? La situation est restée changée. On ne sait pas que les acteurs économiques, moi je pense qu'au sortir de la crise, la question du dédommagement des victimes de la crise n'a malheureusement pas été évoquée. Nous avons perdu beaucoup de biens. Nous avons perdu des capacités industrielles, des capacités commerciales. Et il n'y a pas eu de processus d'évaluation et
de compensation ou de dédommagement. Et c'est vraiment dommage. Ça conduit même au déficit de réconciliation nationale, vu que de nombreuses victimes de la crise n'ont pas été prises en compte ni écoutées, de sorte que l'on puisse s'asseoir pour mutuellement se pardonner et partir sur notre pied. Il ne faut pas que la réconciliation nationale, quand on en parle, soit seulement une réconciliation d'acteurs politiques. Il faut arriver à réconcilier les Ivoiriens entre eux, à réconcilier les Ivoiriens avec la classe politique, à réconcilier la classe politique entre elles, et à partir sur de nouvelles bases, de sorte qu'on ne vive plus les querelles et les crises que nous avons. Merci beaucoup, monsieur le ministre.